bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges-Louis Boucher. Bonjour. Bonjour. Alors, sénateur et maire, vous allez prêter serment demain. Demain, exactement. Parce que vous êtes sénateur coopté, vous faites partie de ces derniers élus à prêter serment. Alors, vous avez suivi aujourd'hui, c'est la fête flamande, c'était à l'Hôtel de Ville à Bruxelles, et cette fête était gâchée parce que le président du Parlement flamand, Chris Van Dijk, de la N-VA, a dû démissionner. Il était sur la sellette après une conduite en état de forte ivresse et une fraude à l'indemnisation pour les beaux yeux d'une prostituée. Est-ce qu'il pouvait encore rester à sa place? Il a répondu non. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il fallait partir? Je ne connais pas particulièrement ce monsieur. J'ai suivi ça dans la presse, apparemment, mais j'ai suivi ça à travers la presse. Donc, je pense qu'il faut avoir du respect pour l'individu. Tout le monde peut commettre des erreurs dans sa vie. Mais c'est vrai que quand on fait de la politique, il faut avoir un comportement exemplaire. Et ici, ce qui semblerait poser problème, même s'il le conteste, donc c'est à voir, c'est qu'il ait utilisé sa fonction politique pour attribuer des avantages à des fins privées. Ça, c'est totalement inacceptable. Donc si les faits sont avérés, il est évident que c'est inacceptable. Et de manière globale, c'est vrai que ça a été une période extrêmement difficile pour lui. Donc je pense qu'il y avait un besoin peut-être de faire retomber la pression par rapport à ces événements en démissionnant comme il l'a fait. Donc il reste député et finalement il laisse la place à Philippe de Winter, qui était le premier vice-président du Parlement flamand, donc un belingue. Donc il y a aussi une question peut-être un peu symbolique là. Oui, le symbole est fort, bien évidemment. Maintenant, ça va durer que l'espace de quelques jours. J'ai entendu que la N-VA se réunissait déjà demain pour essayer de trouver un successeur. Mais c'est un symbole. Alors, en tant que tel, c'est dommageable, mais c'est surtout le reflet du résultat électoral. Et donc, bien sûr que quand un parti extrémiste comme celui-là a des poussées, eh bien, il se retrouve à certaines fonctions. Donc, ça doit poser une question qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que fait-on face à la montée des populismes? Un populisme de gauche du côté francophone avec le PTB, un populisme de droite du côté flamand. D'ailleurs, ils ont plus de points communs qu'on le pense dans leur programme, par exemple sur les aspects socio-économiques. Que fait-on, nous, les partis traditionnels, pour expliquer tout en restant sérieux, mais aller convaincre les citoyens et surtout comprendre le désespoir et la colère qui règnent dans la population? On peut reparler de la comparaison entre PTB et belingue, ou même N-VA parfois pour certains. Mais en tout cas, ce qui se passe en matière de cordon sanitaire, c'est qu'on se rend compte qu'à la Chambre, il y a un président de commission de l'Intérieur qui est belingue. Au Sénat, il y aura peut-être des choses un peu dans le même esprit. Est-ce que là, il faut agir d'une manière ou d'une autre ? C'est très compliqué parce que le cordon sanitaire, il implique deux aspects essentiellement. Le premier aspect, il est médiatique, c'est l'idée de ne pas les inviter sur les plateaux. Ça n'existe déjà pas en Flandre, il faut le savoir. Ils sont invités. Nous, du côté francophone, c'est respecté et heureusement. Et alors le deuxième volet, c'est l'idée de ne pas constituer des majorités, les faire entrer dans des exécutifs. Ici, au niveau des parlements, c'est quelque peu différent. Il y a des règles en fait d'obtention d'une série de fonctions sur la base du nombre de députés que vous avez. Et donc, si vous modifiez la règle pour un parti, vous la modifier pour tous les autres. Donc la règle doit être valable pour tout le monde. Ça rend les choses plus compliquées. Si, à un moment donné, un parti qui a 10 ou 15 députés ne peut plus prétendre à une série de fonctions, alors que d'autres qui auraient autant de députés, voire parfois moins, pourraient avoir accès au bureau du Parlement, par exemple, à des présidences de commission, ça devient quelque chose de très compliqué à faire entrer dans un règlement. Donc ce n'est pas tout à fait comparable, mais il faut, en tous les cas, à chaque fois que c'est possible, aussi par la réunion des groupes démocratiques, barrer la route à l'extrême gauche, à l'extrême droite et à tous ces partis qui se nourrissent uniquement de la haine, finalement. Donc ça vous inquiète aussi que le PTB soit à la tête de la commission de la santé ? Écoutez, encore une fois, je le dis, quand un parti populiste est un des fonctions de responsabilité, oui, c'est inquiétant. Et en tout cas, c'est un symptôme très grave de l'état de notre démocratie et surtout du désamour de la population à l'égard du politique. Alors, il ne faut pas non plus surestimer le rôle d'un président de commission. Ça, je voudrais quand même aussi ne pas inquiéter les téléspectateurs. Ce n'est pas un ministre. Il a la main sur quelques petites choses très techniques. Par exemple. Sur l'agenda. Maintenant, l'agenda, il est quand même arrêté également, si nécessaire, en bureau de la présidence du Parlement. Donc, il y a l'ensemble des présidents de commission qui se réunissent avec le président du Parlement. Donc, il y a de nombreux leviers
qui font en sorte que le président tout seul ne peut pas bloquer le travail. Il peut de temps à autre mettre des pots de banane, mais en tout cas, il ne peut pas bloquer le travail. Il ne faut pas surestimer son rôle. Alors parlons un peu du MR, puisque dans la campagne, vous étiez très actif. Vous avez été déçu aussi de ne pas être élu directement. Vous trouvez que la règle n'était pas bonne, finalement, avec la case de tête. Je vous soumets le cas. Je fais le deuxième score de ma liste. Nous avons 3 élus. C'est dans le Hainaut. Et je ne fais pas partie des 3 élus parce que j'étais en 4e place. Donc je suis 4e candidat. Je fais le deuxième résultat, 16 500 voix. Et je fais d'ailleurs le 6e résultat dans la province de Hainaut, qui normalement compte 18 élus. Donc quand on fait le 6e résultat, on peut quand même espérer se retrouver parmi les 18. Il se fait qu'il y a toute une série de bizarreries. Et en l'occurrence, c'est ce pot commun. Pot commun d'ailleurs qui n'est pas logique, puisque à l'heure actuelle, il n'y a que la moitié des voix du pot commun qui retombent sur les candidats. Alors de 2 choses l'une. Soit on considère que quand quelqu'un vote en case de tête, donc sur la marque MR, cette personne est d'accord avec l'ordre de la liste. Et dans ce cas, il faudrait que tout le pot commun retombe sur les candidats. Il n'y a pas de raison d'en redistribuer que la moitié. Soit, comme je le pense, les gens, quand ils votent pour la marque MR, c'est pas qu'ils sont d'accord avec l'ordre de la liste, c'est juste qu'ils veulent soutenir leur parti de toujours. Après, ils ne veulent pas intervenir dans le choix des candidats. Donc, à ce titre-là, il ne faudrait pas refaire tomber ces voix, et c'est le nombre de voix de préférence qui doit l'emporter. Pour l'instant, il n'y a pas de majorité pour changer la règle. Mais c'est la position du mouvement réformateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est avec la moitié des voix qui sont attribuées. Ça avait déjà diminué. Parce que c'était un compromis. Le PS voulait absolument le maintien du système précédent. Nous, le MR, nous voulions la suppression de la dévolution de ces voix de case de tête. Et la voie du compromis a été la moitié. Donc nous continuons à militer. Ce n'est pas la meilleure pour vous. Ce n'est pas la meilleure pour la démocratie. Alors on va parler du MR. Il y a eu cet après-midi les premières rencontres exploratoires dans le cadre Fédération Wallonie-Bruxelles et gouvernement wallon. Donc le MR a pu venir en phase exploratoire. Il était accepté à la table du PS et d'Écolo. C'est un soulagement pour vous ? La question, elle n'est pas celle-là. À un moment donné, il y a des réalités mathématiques, nous l'avons dit. Il faut un gouvernement stable, avec un projet fort. Et pour avoir un gouvernement stable, il faut une majorité parlementaire. Et donc, à un moment donné, il y a des partis qui ont fait des choix par rapport à leurs résultats. Je pense que c'est tout à fait respectable de se dire, nous ne sommes pas en mesure d'aller influencer un gouvernement, donc nous n'y allons pas. D'autres, nous le savons, il y a le cas particulier du PTB, mais moi je respecte aussi la position, parce que je sais qu'il est de bon ton de les critiquer. Je pense que par rapport au modèle de société que eux défendent, lorsqu'ils remettent en cause certains traités européens ou autres, ça peut s'entendre. Alors je ne suis pas d'accord avec cette position-là, mais il peut y avoir une cohérence politique aussi à travers ça. Je pense que balayer ça d'un revers dans la main en disant ils ne veulent pas y aller, non, c'est un peu plus complexe et je trouve que ça mériterait des débats en profondeur. Et donc nous, on a dit, on ne va pas renier nos responsabilités, on va assumer. Et donc maintenant, peut-être qu'une négociation s'engagera dans les prochains jours, mais pour cela, on viendra avec un projet. Mais justement, parce qu'on a parlé, il y a une note coquelicot sur la table. Et certains, dont Willy Bourcieux, a dit oui, on peut partir de cette note. C'est une base de départ ? En tous les cas, c'est un des éléments. Donc la note coquelicot, je dirais que c'est déjà un travail entre le PS et Écolo, certains représentants de la société civile pour trouver un point de convergence, des points de convergence. Donc c'est un des éléments de la négociation. Mais un autre élément de la négociation, ce seront aussi les revendications du MR, tirées de notre programme. Et donc dans ce cas-là, des discussions vont s'engager. Et donc on va certainement garder des points de la note. Quoi, par exemple ? Quel est le point qui pour vous est un point important à faire passer ? Par exemple, la fin du tronc commun ou le décret inscrit. On va pas commencer la négociation ici, mais je vous dirais un exemple. Je peux déjà vous en donner 2 ou 3. Il y a un premier aspect, c'est toute une série de mesures en faveur des classes moyennes. Ça, c'est quelque chose qui, à nos yeux, manque un petit peu dans cette note. Ça, il faut en rajouter. Par rapport à la récompense du travail, il y a des points aussi relatifs au développement économique où nous aimerions quelques précisions, quelques objectifs, beaucoup de points budgétaires, des points enlevés. Il n'y a pas de points nécessairement à dire du jour au lendemain, mais il y a des points qu'il va falloir être capable de discuter et de trouver des compromis, de trouver des chemins. Il n'y a rien d'imbuvable que du discutable. Il n'y a rien, en tout cas, qui rend impossible la discussion, mais il y a des choses qui vont être modifiées. Mais encore une fois, je pense que quand on est dans des phases de négociation comme celle-là, ce n'est pas le moment de dire à celui avec qui on risque de travailler, de lui dire « Ah, ça n'est inacceptable », parce qu'alors, il va faire de même avec vous, et à la fin, vous ne pouvez pas aller à la table. Donc il y a des points qui sont plus durs que d'autres, bien évidemment, mais ces discussions-là doivent se faire dans le respect de chacun. Georges-Louis Boucher, prenons un peu de hauteur, et on regarde ce qui s'est passé depuis le 26 mai. Je vais vous faire 3 propositions. Il y a eu manifestement des accords préélectoraux.
2, le MR paye la suédoise et son alliance avec la NVA. Ou 3, le retrait du CDH est une bénédiction. Oh. De ces 3 affirmations, quelle est celle qui rencontre je ne veux pas esprit? Je ne veux pas être péremptoire, mais on peut quand même se rendre compte, et donc je garderai la première, même si la formulation est peut-être un peu péremptoire, mais on peut quand même se rendre compte de façon assez évidente qu'il y avait des axes qui existaient déjà, qui se sont très vite mis en place à Bruxelles, qui ont souhaité se mettre en place en Wallonie. Après, il y a des réalités mathématiques, il y a des réalités arithmétiques qui existent. Alors, je pourrais la lier à la deuxième. Je ne pense pas que la question est de payer quoi que ce soit. Voilà, il y a des projets de société, il y a des animosités, parfois des points de convergence entre d'autres. Donc, manifestement, on peut quand même se rendre compte qu'à Bruxelles... Le fait qu'on vous ait nié pendant plusieurs semaines, c'est peut-être dû quand même à ce côté du parti tout seul qui se retrouve au fédéral. Je pense que nous sommes dans une période où il faut faire preuve de modération, mais on peut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Ça n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que dès que il y a l'occasion dès qu'on peut se passer de vous, on le fait. En tous les cas, le mouvement réformateur est un parti qui doit faire entre 20 et 25% pour pouvoir prétendre à aller dans des discussions. On peut se rappeler, il y a de ça une quinzaine d'années à Bruxelles, même 20 ans aujourd'hui, où nous étions le premier parti, et de loin, et pourtant on avait eu une coalition au milieu des années 2000, une coalition pour écarter le mouvement réformateur. Donc, je vais vous dire une chose, ça me surprend toujours que des gens chez nous ou à l'extérieur soient surpris de cela. Je n'ai que 33 ans, mais depuis aussi longtemps que j'arrive à me souvenir, à chaque fois qu'une coalition était possible sans nous, souvent ça a été le cas. Donc voilà, on y va avec un esprit constructif. Est-ce que le MR ou le MR Boilon a-t-il décidé de sacrifier le MR bruxellois en ne mettant pas une condition sur la table? Certainement pas. Nous l'avons dit, nous souhaitons la plus grande cohérence. Pourquoi nous souhaitons la plus grande cohérence? Parce qu'il y a de vraies cohérences sur le plan institutionnel, sur le plan de la mobilité par exemple. Mais vous en faites une condition ou pas? Nous allons rentrer dans des discussions et nous avons été très clairs là-dessus. Des gouvernements stables, un projet fort, de la cohérence, mais aussi on veut faire en sorte que la discussion soit possible. Si vous commencez, comme certains l'ont fait, en disant pas avec certains ou automatiquement avec d'autres, vous allez rentrer dans des positions qui sont inextricables. Mais encore une fois, je le répète, la cohérence, elle est surtout utile pour nos concitoyens. Si on veut résoudre les problèmes de mobilité à Bruxelles, il faut le lien avec la Wallonie et au niveau économique également. Merci Georges-Louis Boucher. Je vous en prie, merci. Stéphanie Meyer demain pour l'interview. D'ici là, bonne soirée à tous.